Bonjour à tous, je suis super content d'être là. L'idée de ce talk, c'est vraiment de vous faire un retour d'expérience sur la mise en place d'Apache Flink à OVH et dans le contexte de l'alerting et de l'observability. Je vais commencer par me présenter. Alors, je m'appelle Pierre Zem, je suis ingénieur à OVH et je travaille notamment sur des problématiques liées au système distribué et à de l'infrastructure. J'ai un background plutôt développeur, donc je fais beaucoup de Go, un peu de Java et très peu de Rust. Et sinon, je fais de l'opérationnel, donc de l'astreinte sur des environnements distribués, donc de la double, de l'HBase, des trucs un peu rigolos qui peuvent réveiller à 3 heures du matin. Je suis brestois et sinon j'essaye d'aider un peu les communautés, la communauté développeur de Brest. On organise le DevFest du bout du monde, on a un Jug, on a de la Devox for Kids, on fait des Warped Meetup, etc. etc. Donc, le programme, je vais rapidement présenter OVH pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais parler du contexte de mon équipe qui s'appelle Metrix. Et on va parler de ce projet qu'on a fait, qu'on a construit, qui s'appelle Omni, qui est notre couche d'alerting. Et après, je vais vraiment partir sur qu'est-ce qu'Apache Flink. On va développer une petite appli et vraiment les avantages de Flink. On va parler un peu d'operating, etc. Donc ça va vous donner vraiment une vue de Flink. Alors, la petite slide Corporate OVH. Qui ne connaît pas OVH, par curiosité? Tout le monde connaît OVH? Cool. Du coup, OVH, on est un cloud provider. On est une alternative à Azure, Amazon, Google, etc. On est premier cloud provider européen. On commence à avoir pas mal de décès de data centers, donc on en a un peu partout dans le monde. Donc historiquement, on vendait beaucoup de ce qu'on appelle du bare metal, c'est-à-dire des serveurs dédiés. On faisait des noms de domaine, de l'email, etc. Et là, on commence à se projeter plus vers ce qu'on appelle les produits managés, que ce soit des produits managés d'infrastructure, donc par exemple avec du HA Proxy as a Service, de l'OpenStack, de l'Hortonworks, mais également des briques plus liées pour les développeurs, donc je pense à du Mongo, de l'Elastic, du PG, du Redis, et vraiment, on commence à avoir des briques totalement managées, donc Prescience, c'est par exemple, c'est du machine learning as a service qu'on propose chez nous, et on a du Kubernetes depuis quelques semaines. Du coup, dans ce contexte-là, on a un fort besoin de monitoring, et il y a quelques années, OVH a fait vraiment un choix technique qui est de basculer du monitoring qu'on peut faire avec du Shinken, par exemple, et ce genre d'outils, à de la métrique. Donc la métrique, qu'est-ce que c'est? On va venir faire des mesures, et ces mesures-là vont nous permettre de faire des graphes, de l'analyse, etc. Je vous laisse imaginer que du coup, on génère énormément de mesures. Juste pour vous donner une idée, on a 300 000 serveurs, donc on surveille. Ça, c'est les serveurs des clients, donc on les surveille. On va avoir nos propres serveurs, on va avoir nos propres applicatifs, on va avoir le réseau, on va avoir la température des décès, on va avoir plein de choses, et plus toute la partie applicative d'OVH. Du coup, ça nous donne en fait une volumétrie qui est assez conséquente. Donc, on reçoit chez nous en fait environ 432 milliards de mesures par jour. Ça fait 5 millions par seconde à peu près, pour vous donner un ordre d'idée. Je vous laisse imaginer qu'avec ce genre de volumétrie-là, en fait, on ne peut pas tricher, il faut sortir l'artillerie lourde. Et on utilise du coup des solutions de big data. Globalement, ce qu'on utilise, on utilise Hadoop. On utilise Hadoop quasiment seulement pour HDFS, puisqu'en fait, on utilise très principalement HBase, qui est un gros key value, où on va mettre en fait tous les points, toutes les mesures. Et pour apporter la partie monitoring, on utilise une solution qui s'appelle Warp10, qui est open source français. Imaginez quelque chose, InfluDB ou Prometheus, quelque chose comme ça, survitaminé et compatible avec le big data. C'est vraiment ça, Warp10. Il y a des gens qui font un peu du big data dans la salle? Ah bah, du coup, la slide
C'est la slide, c'est là, on l'aime bien, c'est notre plus gros cluster Hadoop qu'on gère nous. Donc on est à 198 nœuds. C'est un peu frustrant parce qu'on en commande 10 chaque mois et j'ai oublié de demander, vous ne pouvez pas en rajouter 2 de plus pour que ça fasse 200 pour Devox, ça aurait été sympa. Donc on a 2 pétas de kappa et juste l'écriture HDFS représente un peu plus de 8 gigas de bande passante. Côté HBase, donc la base de données, donc on est à 1,5 million d'écritures secondes. Donc ça, c'est le fond de panier. C'est genre le 1er janvier à 4 heures du matin, il y a 1,5 million d'écritures. Et en journée, avec tous les dashboards, tout l'alerting et tout, on est entre 3 et 4 millions de lectures secondes. Et pour la petite histoire, on essaye de rajouter, c'est notre challenge, c'est rajouter 1 million de delete secondes en même temps, sans que ça perturbe les deux. Ce qui n'est pas facile quand on fait de l'HBase, pour la petite histoire. Mais au-delà du stockage, en fait, on s'est vraiment concentré sur créer une expérience qui s'appelle Metrics Data Platform. L'idée, c'est on fournit la capacité aux équipes internes et à nos clients de nous pouvoir pousser des séries temporelles des mesures. Nous, on absorbe la charge et on fournit la capacité de faire des queries, de faire de requêtage, faire du Grafana et faire de l'automatisation autour. Il y a aussi une petite brique IoT où on a des opérateurs qui vous permettent en fait directement de pousser vos données IoT chez nous. Dans le monde de l'IoT, dans le monde du monitoring, il y a énormément de solutions qui existent. J'en ai listé quelques-unes. On a fait le choix de ne pas faire de choix. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a une couche de conversion. C'est-à-dire que quand vous envoyez des points chez nous dans un format X, nous, on le convertit, on le stocke dans notre format natif. Et après, vous pouvez venir requêter de la manière que vous voulez. Donc ça permet vraiment, ça a permis en fait aux équipes internes de basculer très facilement parce qu'on leur a dit, vous avez un Prometheus, et venez juste changer votre Grafana et changer la data source et ça marche. Et on a fait vraiment ce travail de conversion, aussi bien en ingestion, en poussée des points, mais également en requêtage. Donc on s'est vraiment amusé en fait à recréer tout le langage PromQL pour ceux qui connaissent vers notre langage Warp 10. Donc ça, c'est une très belle histoire. On a fait énormément de choses. On n'est que 5 en fait à gérer tout ça. Donc on a des très très beaux challenges techniques en fait. Mais ce que nos utilisateurs ils voulaient, ils disaient oh, c'est super, je peux faire de la super analyse et tout. Mais là, ce que j'aimerais faire de l'alerting. Et donc généralement, ils nous montrent. Tu vois, dans Grafana, tu peux prendre ce curseur et je peux choisir quand est-ce que je veux être alerté. Et on fait ouais, c'est super cool en fait. C'est vraiment une très très bonne prochaine étape. Pour Metrics. Et donc du coup, on a commencé à regarder qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place. On a regardé plusieurs solutions pour faire de l'alerting. On en a regardé 2 précisément. La première, c'est l'Alert Manager de Prometheus. Et une autre, c'est un composant écrit par LinkedIn. Pour info, LinkedIn a open sourcé beaucoup de briques dans l'alerting, tout ce qui est les plannings d'astreinte et compagnie, si ça vous intéresse. Et donc, on s'est dit, on va regarder ces solutions-là et on va se dire, ce serait bien de ne pas avoir à réécrire tout. Est-ce qu'on peut peut-être en installer une, etc. Donc, on a regardé, on a testé, et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des problématiques. Je vais passer rapidement, mais au niveau de l'Alert Manager, en fait, c'est pas distribué, c'est pas scalable. Les capacités de query, en fait, nos utilisateurs internes font de l'analyse beaucoup plus poussée et PromQL, le langage lié à Prometheus, ne suffit pas largement. Donc en fait, on était coincé. Il n'y a pas une notion de multitenante, c'est-à-dire que dans notre Metrics, en fait, on a une plateforme et on est vraiment multitenante au niveau de l'utilisateur. Donc on voulait avoir cette souplesse-là, d'avoir une seule infrastructure à gérer et qu'on ait plusieurs clients dessus, beaucoup de clients dessus. Et c'était très lié à Prometheus. Du coup, on avait les limitations de PromQL. Côté Iris, pareil, c'était pas distribué ni scalable. Il y avait une base de données MySQL. C'était pas basé sur la métrique, c'était pas multitenante. Donc là, on s'est dit, là, on peut plus trop tricher. Du coup, on va commencer à travailler sur ce projet d'alerting qu'on a appelé Omni.
Du coup, on a défini des prérequis. Qu'est-ce qu'on voudrait d'avoir pour ce système d'alerting? Eh ben, pour ce système d'alerting, on s'est dit on va faire de l'alerting as code. C'était vraiment une fonctionnalité. On est développeur, donc on a envie d'avoir défini nos alertes dans du code. On a envie d'avoir un repo Git, de pouvoir faire Git push, et du coup, ça déploie les règles d'alerting en prod. Ça permet d'avoir de la review, ça permet d'avoir du rollback, etc., etc., etc. Du coup, comme tout le monde résout des problèmes d'infrastructure avec du YAML, nous avons choisi YAML. Comme ça, tout le monde écrit du YAML, donc c'est facile, quoi. Donc ça, c'était le premier prérequis. Le deuxième, c'est qu'il fallait que ça soit basé sur de la métrique. Donc on devait pouvoir fournir à nos utilisateurs la capacité d'injecter de l'analyse plus ou moins compliquée. C'est-à-dire s'ils veulent faire juste un seuil, c'est facile, mais s'ils veulent calculer, faire une projection dans le temps d'un espace d'X, etc., il fallait en fait que ça soit basé sur de la métrique et de pouvoir injecter de la query. Il fallait que ça soit distribué. L'idée, c'était que si on perd des machines, qu'on ne perde pas le système d'alerte d'OVH, ce qui est quand même un point de mieux. Et il y avait aussi une idée scalable, c'était qu'on voulait que ça ronronne. C'était le truc qui marche tout seul dans son coin et qu'il n'y ait vraiment aucun problème. Et on voulait que ça soit multitenante parce qu'en fait, encore une fois, on essaye en fait d'avoir une seule infrastructure et que applicativement, en fait, ça soit facile à opérer. Du coup, on a construit Omni. Omni est divisé en fait en deux parties. Je ne vais pas parler de la première partie qui s'appelle Loops. En fait, la première partie, donc, elle est détaillée dans ce blog post-là. Globalement, qu'est-ce que c'est Loops? C'est quelque chose qui va venir exécuter les queries toutes les minutes chez nous. Donc, c'est une sorte d'observability function as a service. Mais globalement, l'idée, c'est vous avez cet aspect. Je vais faire une photo à un instant T de tout ce qui est en erreur ou pas. Et donc, en fait, on obtient quelque chose comme ça. On obtient un gros JSON qui va contenir, vous allez avoir en fait le sélecteur de la métrique. Donc là, j'ai mon data node 1 dans le rack AB1 qui est en alerte et j'ai une raison. Donc ça, c'est un objet. Après, j'ai l'autre et j'ai le DN3 qui va bien. Donc ça, c'est des règles custom, mais la sortie de Loops, c'est vraiment ça qu'il faut voir, c'est vraiment une photo à un instant T, qu'est-ce qui est en erreur et qu'est-ce qui l'est pas. Maintenant, vous vous dites, bah, c'est bien, j'ai de la donnée brute, comment je vais faire pour la transformer en quelque chose comme ça? Donc ça, c'est un petit email qu'on envoie avec des emojis. Où globalement, on va faire des manipulations. Donc par exemple, on va donner une tendance. Est-ce qu'il y a de plus en plus de métriques qui sont en alerte pour l'alerte d'usage CPU? Depuis combien de temps elle tourne? Vous avez peut-être remarqué aussi, on est passé de 2 alertes à une. Bah, on a fait de l'agrégation. L'agrégation, nous, on ne la fait pas, on ne connaît pas les données qui passent à travers chez nous. Donc, c'est vraiment des règles utilisateurs qui nous donnent. Ils nous disent, bah voilà, nous, tu nous agrèges les hosts par rack. Et donc, on vient venir agréger à la volée. Donc là, il y a vraiment un métier, il y a le métier d'alerting en fait qui rentre en jeu, c'est-à-dire que il y a plein de choses qu'il faut prendre en considération et ce métier-là est très compliqué. Tout simplement parce que il y a besoin de choses qui peut paraissent assez évidentes quand on fait de l'astreinte, mais il faut de l'escalade. Il faut de l'agrégation, il faut acquitter, c'est-à-dire que dire bah, c'est bon, le niveau 1 de l'astreinte a pris cette alerte, il n'y a pas besoin que ça escalade. Il y a le fait ou alors l'inverse, c'est là je suis sous l'eau, c'est la cata, j'ai besoin de renfort. Donc ça c'est le forward. Il y a cet aspect planning, c'est qui est d'astreinte, est-ce qu'on peut se passer facilement, est-ce que c'est un téléphone qu'on se passe, ou est-ce que je vais dépanner mon collègue, il veut aller au sport, je vais prendre 1 heure le temps qu'il aille au sport, et est-ce que c'est souple, etc. Et bien sûr, il y a ce problème du nombre d'applications qu'on utilise. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai un dossier discussion où je remplis toutes mes applications et je commence à scroller. Enfin, c'est un peu la cata. Du coup, et chacun doit choisir en fait ce qu'il préfère. Peut-être que la journée, vous voulez avoir un message Slack et la nuit, vous voulez un SMS ou une notification push. Le dernier exemple, je l'aime beaucoup. Vous voulez peut-être déclencher des actions d'infrastructure à partir de l'alerting. Mais ça, je vais en reparler après, en use case.
Du coup, on va revenir un peu sur les outils open source qu'on a regardé un petit peu. Donc ça, c'est un diagramme qu'on trouve dans le repo, dans la documentation de l'Alien Manager. Et si on enlève ce qui ne nous intéresse pas, pouf, on se retrouve avec quelque chose qui nous décrit en fait comment c'est géré les alertes dans l'Alert Manager, c'est-à-dire comment on fait ce métier de l'alerting. Et là, pour ceux qui ont fait un petit peu de streaming ou de traitement de données streaming, en fait, il y a des mots-clés. C'est-à-dire, en fait, on pourrait faire un bingo book des mots-clés qui sautent aux yeux. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé cette vision-là, c'est de se dire, ah tiens, pipeline, routeur. Donc là, routeur, ça veut dire qu'il y a une histoire de je vais charder quelque chose, je vais avoir l'équipe A, l'équipe B qui a des règles différentes, je vais venir agréger. C'est marrant, ça ressemble un peu à ce que je voudrais faire. Des duplications. Il y a la notion de tâche, etc. Donc là, déjà, en fait, les mots nous ont sauté aux yeux, en fait, quand on regardait comment faire. Et là, on se dit, ah, tiens, c'est marrant, on dirait du... Enfin, les mots me disent quelque chose. Si on prend Iris, c'est un peu plus old school le schéma, c'est de l'ASCII. Là, c'est pareil, on peut refaire un bingo. Donc, fil d'événements, tâche, envoyer, passer un message. Vraiment, c'est des mots-clés qui sont très très forts et qui sont liés au fait que gérer des alertes est un problème de streaming. C'est-à-dire que vous allez avoir ce flux de continu d'instantané et vous avez besoin de gérer cette donnée. Des fois, vous allez avoir des serveurs qui vont revenir dans le réseau, etc. Donc, c'est vraiment de la donnée qui bouge. Et vous allez avoir cette chaîne de traitement qui va vous dire, je vais agréger dans le temps, je vais agréger par label, je vais faire de la manipulation, je vais faire de l'escalade, etc. Donc, c'est vraiment... En regardant ces schémas-là, on s'est dit, gérer des alertes, c'est un problème de streaming. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas le streaming, globalement, l'idée, c'est de travailler sur de la donnée qui est en mouvement. Donc, vous allez venir produire de la donnée venant d'applications ou de capteurs ou d'autres, et vous allez venir en fait consommer ces événements-là, faire des traitements, repousser dans une file d'attente pour que ça soit peut-être un autre programme qui récupère et fasse d'autres traitements. C'est vraiment l'idée, c'est de travailler sur de la donnée qui est en mouvement et qui peut changer énormément et rapidement. Du coup, on s'est dit, bah super, c'est un problème de streaming, donc on va regarder les solutions de streaming qu'on a à disposition. Alors, je ne vous en cache pas, il y en a énormément. Donc, dans le monde open source, dans la fondation Apache, il y en a énormément. Donc, il y a Apex, Beam, Flink, Spark, Storm, Gearpump, Samza, et je suis sûr que j'en ai oublié. Donc, ça, c'est pour la partie open source. Après, il y a des cloud providers, pas OVH, qui fournissent des plateformes pour faire du streaming. Donc, il y a Dataflow, EMR, vous pouvez installer n'importe quelle solution de streaming dessus. Il y a du Stream Analytics chez Azure, chez Alibaba aussi, il y a ce genre de choses. Et donc, on s'est dit, faut qu'on choisisse un choix. Il se trouve qu'à OVH, en interne, on a une très forte expertise sur Flink pour de la BI, pour faire du calcul de revenus. Et donc, quand on est allé voir l'équipe BI qui fait de la Hadoop, etc., on les connaît bien, on est copains avec eux, on leur a montré notre problème, ils ont fait « mais vas-y, go, fonce sur Flink, tu vas voir, ça va être génial, tu vas développer ça rapidement, c'est un bonheur à administrer, etc. » Donc, on est parti sur ces solutions-là, on n'avait pas d'expérience sur Flink, nous, en tant qu'équipe, mais on s'est dit, là, tout a l'air au vert, on fonce. Du coup, Flink, qu'est-ce que c'est? C'est un framework open source de stream processing qui a les caractéristiques suivantes. C'est faible latence, débit élevé, stateful, ça on va en reparler, c'est vraiment un des aspects qui est vraiment extrêmement intéressant dans Flink. C'est le fait que en fait, votre job va pouvoir avoir des états. Et je ne vais pas vous spoiler, vous allez voir, c'est vraiment top ce qu'ils ont fait. Et c'est distribué. Donc là, on se dit, là, parfait. C'est dans la fondation Apache. Donc c'est encore un gage. À côté de notre Zookeeper, de notre HBase, de notre Hadoop, on s'est dit, autant rajouter encore une brique Apache. On n'en est plus à une près.
La dernière version est sortie en 1.8 la semaine dernière. On a mis à jour, nous, notre cluster, j'en parlerai après. Ça s'est très très bien passé. Et c'est un projet qui bouge bien. Tous les 3 mois, il y a une nouvelle release qui apporte plein de trucs. Donc c'est vraiment vraiment cool. Alors, ce qu'il faut comprendre sur Flink, c'est que c'est une plateforme. C'est-à-dire, en fait, vous allez installer Flink sur vos machines ou sur du Kubernetes. Et dans cette plateforme-là, vous allez déployer ce qu'on appelle des jobs, c'est-à-dire globalement des applications. Et le fait que ces jobs, en fait, ce que vous allez découvrir, c'est que la plateforme va gérer énormément de choses pour vous. Et en tant que développeur, c'est très facile de développer une application et la plateforme va vous gérer énormément de choses. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, ce qu'on a fait, c'est que du coup, on a créé un job de streaming qui va venir gérer les alertes. Donc globalement, on a un topic Kafka où on a toutes les données, toutes les photos, les instantanés en fait des métriques qui arrivent. On a un topic de contrôle qui permet de dire en fait cet utilisateur-là, il veut agréger ses métriques comme ça, il veut avoir un niveau 0 qui envoie un mail, un niveau 1 qui envoie un SMS. Enfin, c'est vraiment toute la partie contrôle plane. Donc en fait, on injecte ça en tant que données dans le job de stream. Donc on vient consommer les événements, on vient gérer tout ce qui est l'agrégation. En parallèle, on gère l'escalade. Donc en fait, globalement, là, ça nous renvoie, on est niveau 0, niveau 0, niveau 0. Quand on switch, paf, niveau 1, niveau 1, niveau 1. Donc comme ça, quand on a fini de gérer l'agrégation, on a fini de gérer le temps, hop, il récupère à quel niveau, et comme ça, il est capable d'envoyer la notification. Et on a découplé aussi la partie notification, c'est-à-dire on s'est dit, on va être Kafka to Kafka, et on va venir se brancher en fait sur la partie notification. On voulait vraiment pas en fait que l'envoi d'un mail qui foire bloque en fait le job de streaming. Donc on s'est dit, les notifications qu'on génère après l'alerte, on va venir les flusher dans Kafka et on va venir les relire. Sachant on génère très peu de volumétrie en fait dans les notifications, puisque justement c'est la donnée agrégée. Du coup, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va développer une fonctionnalité avec Flink. On va redévelopper ce petit carré-là, qui est le since. C'est depuis quand une alerte est en cours. Et je vais vous montrer 2-3 trucs qui sont en bêta dans Apache Flink et qui marchent super, super bien. Ça vous va? Eh bien, à l'attaque. Et je suis trop dans les temps. Alors, on va commencer par un petit Hello World. Donc, je suis dans ma petite fonction start. Et première chose que je vais faire, je vais récupérer un événement. Je vais récupérer un environnement. Donc je vais faire, je crée mon environnement et je fais get execution environment. Qu'est-ce que ça fait ça? C'est un truc qui est un peu magique. Si vous avez lancé le job Flink dans un contexte d'un cluster, il va récupérer les informations du cluster et il va savoir la topologie du cluster. Et comme ça, vous pouvez appliquer des paramètres liés à un fonctionnement cluster. Si vous êtes dans vos IntelliJ, il vous démarre un Flink, un Flink standalone. Et ça, c'est juste trop bien pour commencer. Parce que du coup, on n'a pas besoin de se dire, je vais coder, je vais utiliser mon IntelliJ, je vais faire mon Gradle build, et puis, ou mon Maven, je ne sais même pas comment on dit en Maven, et je vais uploader mon jar dans ma plateforme que je tourne en local. Non, non. Ça, c'est dans mon execution environment, il le détecte, il le trouve tout seul, il démarre un Flink. Et vous pouvez même tuner ce Flink-là, si vous avez des besoins un peu spécifiques. OK ? À partir de là, donc, on va commencer par créer une source. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Globalement, j'ai créé une fausse source qui génère des données aléatoires. Donc, globalement, ça génère un JSON tous les 2 secondes qui dit, bah voilà, vous avez l'équipe A, il y a un sélecteur, donc j'ai pris CPU usage, et vous avez un statut, true ou false. Donc globalement, c'est un aléatoire qui va venir changer le truc toutes les 2 secondes. Donc là, je rajoute une source à mon environnement, ce qui me donne en fait un data stream. Et plus important, de string. Donc en fait, j'ai ma chaîne de caractères qui correspond à mon JSON, qui va être un flux d'événements. D'accord? Et du coup, comme c'est un Hello World, on va afficher quelque chose. On va afficher ce data stream-là.
C'est clair? Ah, il manque un petit truc. En fait, on a besoin d'exécuter le job. Et je ne vais pas spoiler, mais vous allez comprendre dans quelques slides pourquoi on a vraiment besoin de venir exécuter le job. Donc, qu'est-ce que ça donne? J'avais peur, mon GIF ne bougeait plus, j'étais un peu, j'ai eu un moment de stress. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est globalement Node.json en pretty print qui arrive. Ça va? Pour le moment, c'est simple. Hein. On génère des éléments, on a un aléatoire qui va venir dire, bah, des fois, ce sélecteur-là, il est en alerte, des fois, il n'est pas. Et on génère des données de deux équipes. J'ai pris Cloud et Kubernetes parce qu'en fait, c'est les deux équipes en interne qui nous utilisent le plus. Et du coup, je n'ai pas réfléchi. Ça va? Donc là, on va commencer. Donc là, on est vraiment dans un Hello World. On va commencer à travailler un peu sur la donnée. On a des strings. Ce serait pas mal d'avoir en fait une structure. Parce que bon, manipuler une structure, c'est quand même bien plus simple. Du coup, on va se dire, bah, on va venir appliquer une opération sur notre flux, sur notre data stream. Donc c'est ce qu'on fait là. C'est ce qu'on fait là, en fait, où on vient venir prendre notre source qu'on a définie ici, et on va lui dire, bah, je vais faire point quelque chose, donc je vais appliquer une opération. Donc une opération de type map, ça veut dire que pour chaque objet, chaque event, vous allez avoir un event en sortie. Ce qui ne paraît pas trop déconnant. C'est une application de... C'est vraiment un exemple, donc on peut se dire que, sachant que je génère mon JSON à l'entrée, normalement ça ne devrait pas exploser, je ne devrais pas avoir de problème d'exception et compagnie. Donc je suis assez safe de me dire, voilà, je vais faire une opération de type map. Ça va, c'est clair? Donc là, vous remarquez déjà que c'est typé. C'est-à-dire, en fait, on peut très facilement lire le flux. C'est-à-dire qu'on a commencé avec un data stream. J'ai oublié d'enlever le source. On a commencé avec un data stream de string. Et on s'est dit, on va venir créer des alert events qui correspondent à la structure avec juste nos trois pauvres champs, c'est-à-dire l'équipe, le sélecteur et le fait est-ce que l'alerte elle est déclenchée ou pas. Moi, je vous propose, on va aller voir un peu cette petite classe Java, parce qu'on se dit, ouais, alors du coup, c'est un truc qui fait de la sérialisation, c'est un truc map, ça doit être assez compliqué. Bon, en fait, pas vraiment. Donc, j'ai ma petite classe. Elle va implémenter map function, parce que du coup, je veux une opération de type map. Donc ça va être l'entrée. Ça va être la sortie. OK? Donc là, il me manque ma... Ah oui, alors ça, c'est mon désérialisateur JSON. Mais globalement, la seule chose que j'ai à faire, c'est me dire, bah, je vais venir override cette petite fonction de type map qui prend ma chaîne de caractères en entrée et qui va me renvoyer ma fameuse structure alert event. Donc globalement, je prends ma chaîne de caractères, je la sérialise en struct. Et c'est tout. Donc là encore le petit J d'animation. Donc là en fait on est vraiment passé sur une classe Java toString basique sans réfléchir, là où on était en JSON la dernière fois. Donc là on commence déjà à pouvoir manipuler la donnée qui arrive au fur et à mesure. Ça va pour le moment? Cool. Ah oui. Donc si je résume, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu créer une source de données. Cette source de données, ça peut être un topic Kafka, ça peut être plein de choses, ça peut être vous pouvez imaginer faire une BDD, enfin vraiment tout ce que vous pouvez imaginer en flux. D'accord? On a transformé la donnée. Donc là, on n'a qu'une seule transformation, mais on peut très facilement imaginer faire plusieurs transformations au fur et à mesure. Et on a créé un sync, c'est-à-dire une sortie, où là, forcément, notre sortie, c'est la sortie standard Linux, c'est pas très rigolo, mais ça peut très bien être un topic Kafka, une base de données, etc. Donc là, en fait, ce qu'on a fait ce qu'on appelle
C'est un pattern en streaming qui s'appelle ETL, c'est Extract, Transform and Load. Donc c'est exactement ce qu'on a fait, on a créé une source, on a créé une source de données. Cette source de données génère des événements. On a transformé cette donnée, on l'a enrichie, on a ajouté de l'information et on l'a déchargée autre part. Donc c'est vraiment un pattern streaming pur. Donc si on reprend mes petites bubules là, donc ça c'est mes bubules à moi, ça c'est les bubules officielles Flink, elles sont plus jolies, plus propres. Donc ça, globalement, on a notre source, là on a notre opération, là c'est des opérations un peu plus compliquées dans Flink, mais globalement c'est de la transformation ici. Et vous avez le sync. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ça, c'est une vue de l'esprit. C'est ce qu'on a codé, en fait, c'est le framework Flink de développement qui vous a permis d'écrire ça. Ce qui se passe dans la réalité est complètement différent. Parce qu'en fait, Flink va venir distribuer votre calcul. Je m'explique. Imaginons qu'on prenait une volumétrie de ouf et qu'on n'avait pas assez d'un seul thread pour venir faire l'opération map. Bah, en fait, la plateforme va s'en rendre compte et elle va dire bah, j'ai besoin d'une deuxième map et je vais les mettre en parallèle. Pas de problème. En fait, c'est ça. Vous avez écrit une fois du code et en fait, vous avez généré un diagramme. C'est-à-dire, vous avez dit, vous avez créé ce pipeline de streaming. Et après, c'est Flink qui dit, bah voilà, je vais avoir besoin d'un map, de plusieurs opérations map complètement au runtime et il va venir en fait agrandir le pipeline au fur et à mesure. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Parce que globalement, quand on l'a écrit, on n'a pas du tout pensé que scalabilité, et en fait, c'est la plateforme qui le gère pour nous. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et donc, du coup, c'est lui qui fait globalement les liens. Donc, vous n'avez même pas à réfléchir. Vous pouvez écrire en fait un code qui est entre guillemets dégueulasse, où en fait, vous ne faites pas de variables. C'est-à-dire, vous ne faites pas datastream soup, vous pouvez juste faire env.get.add.map.print. En fait, vous pouvez carrément reprendre d'autres variables que vous avez définies, genre 200 lignes au-dessus, et les réutiliser. En fait, il s'en fout, lui, il génère un diagramme, et c'est pour ça en fait qu'il y a ce env.execute, parce qu'en fait, vous dites, j'ai fini de générer le diagramme, maintenant, run-moi ça, at scale. C'est clair? Donc là, maintenant, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, on va implémenter ce petit synth là. Alors, il y a deux prérequis pour faire le synth. Le premier, c'est le multitenante. Vous vous souvenez, on a des JSON de deux équipes, l'équipe cloud, l'équipe Kubernetes. S'ils utilisent tous les deux os.cpu usage et qu'ils ont peut-être mis le même nom par erreur parce qu'ils ont peut-être mis master 1 pour une infra et que c'est les mêmes noms de métriques, ça va être le cafouillage complet. Donc déjà, on va venir déjà splitter le trafic. Première étape. Donc pour faire ça, qu'est-ce qu'on voudrait? Instinctivement, on se dit j'aimerais bien que mon stream en fait il se split tout seul en fonction d'une clé et que globalement il démarre des opérateurs à la volée en fonction. Et ben en fait c'est ce que fait le keybuy en Flink. C'est un pattern de stream connu qui est dans plein de plateformes. Donc globalement vous allez avoir votre stream avec user 1, user 2, user 3. Et vous êtes assuré que c'est toujours la même chaîne, c'est la même instance de classe qui verra seulement un seul user. Ça, c'est très pratique parce qu'en fait, vous écrivez le code en réfléchissant pour un utilisateur et pouf, ça va directement se distribuer. Vous n'avez pas besoin de réfléchir sur « Ah ouais, alors du coup, comment je vais gérer la scalabilité de mon truc, de mon job ?» Non, en fait, vous lui donnez les clés pour un diagramme qui va venir distribuer automatiquement. C'est clair? Du coup, comment on fait ça? Globalement, on reprend notre pipeline et on se dit, je vais venir faire un keybuy. Donc, juste après mon opération map. Donc, je vais faire un keybuy. Donc, comme j'ai un objet de type alert event, en fait, j'ai accès à des méthodes qui me permettent de directement me récupérer l'équipe. D'accord? À partir de là, tout ce que je vais écrire en dessous du keybuy va être scopé par utilisateur. Ça veut dire que si je rajoute une opération de type map, il va venir instancier une ou n instances de cette synth par équipe.
Et ça, c'est extrêmement puissant parce qu'en fait, vous allez voir, le setScenes, on réfléchit. En fait, quand on développe, bah, vous dites, bah, je suis dans le contexte d'une équipe. Et en fait, c'est la plateforme qui démarre tout seul. Tout. Et ça, c'est vraiment super, super pratique. Donc du coup, on va se coder ce petit setScenes. Donc globalement, qu'est-ce que c'est le scenes? C'est on va avoir besoin de stocker du coup depuis combien de temps, quel est le premier moment où on a vu l'alerte, on a vu ce sélecteur-là. Donc on est parti. Donc là, mon setScenes, donc c'est une riche map function. C'est un poil différent de map function parce qu'en fait, vous avez cette notion d'état. Vous allez avoir besoin de garder quelque chose en mémoire. Donc en fait, Flink va vous fournir tous les outils pour gérer le fait que ce petit opérateur-là, bah, il a quand même une petite variable. Il a un compteur, il a un état. Et c'est vraiment la gestion de l'état qui est très bien faite dans Flink. Donc en fait, c'est là la différence et le riche quand vous avez besoin d'avoir accès à du state, en fait. Donc, je vais avoir mon petit state. Donc là, moi, ce que je vais faire, je me suis dit, donc là, je rappelle, on est dans le contexte d'une seule équipe, grâce au keybind. Donc, je réfléchis. Bah, globalement, je vais faire une map avec en clé, je vais avoir ma métrique. Et en valeur, je vais avoir un timestamp Unix. C'est genre pas compliqué. On se dit, c'est le plus simple. Parce qu'on est encore une fois dans le contexte de l'équipe. Donc, je vais avoir un truc qui s'appelle state. Du coup, si je retourne dans ma fonction map, je vais pouvoir directement l'utiliser. Et donc là, j'ai deux strates. Donc je récupère le temps, je récupère le scenes, et là je me dis, bon alors, est-ce que mon state contient quelque chose pour cet event-là qui est arrivé? Oui, non. Donc là, on commence par oui. Du coup, là, on a pareil, encore deux strates. On se dit, alors si c'est actif, bah, du coup, je fais un get dans mon state et je le set dans l'event. OK? C'est clair? Et s'il n'existe pas, bah, je vais quand même nettoyer un peu ma donnée. Donc je vais nettoyer mon state pour éviter qu'il grossisse trop et qu'il y ait des informations complètement aberrantes. Donc du coup, je fais un remove du temps dans le state. C'est clair? Donc là, on était dans le cas si le state contient. Et globalement, donc là, on est dans le else, le premier else. Et s'il est actif, bah, on va venir ajouter le temps. C'est clair? Donc là, si je résume, on a une map state, on a un state qui est une map avec en clé les métriques, en valeur la première fois qu'on l'a vu, et on joue avec. Si on voit que l'alerte a été déclenchée et qu'elle n'existe pas, on vient stocker le temps, etc. C'est vraiment une gestion toute bête avec du if-else. Et donc là, ça nous donne quelque chose comme ça, où en fait on a le scenes à 0 et on va venir enrichir la donnée en scenes. C'est clair? Donc là, on a créé quelque chose qui est quand même pas mal, où on se dit, bah là j'ai un opérateur avec de l'état et je viens enrichir cet état. Et encore une fois, c'est la plateforme Flink qui vient enrichir la donnée, gérer la scalabilité et gérer en plus le truc le plus chiant en informatique, c'est-à-dire le fait d'avoir un truc qui est stateful. Et nous, on n'a écrit que du code. Donc si je résume, on a quelque chose comme ça. Donc là, on est dans le contexte d'un job. On a nos opérations. Donc là, on a par exemple le map qui s'occupe de l'équipe Kubernetes. Et donc, on a cette représentation-là, par exemple. Et de l'autre côté, on a ça pour l'équipe cloud. Ça ne vous dirait pas de venir aller récupérer cette information-là à travers une API? Ah, ce serait trop sexy quand même, parce que comme ça, on pourrait développer une application, et puis on pourrait faire un front, et puis on pourrait faire plein de choses. Et ben, c'est ce qui est possible en fait dans Flink, et c'est ce qui nous a extrêmement séduit. C'est qu'en fait, vous pouvez venir récupérer le state directement via un client Java. Et donc, vous pouvez wrapper ça dans une API. Je vais accélérer pour qu'on ait le temps de poser deux questions. Donc en fait, pour activer ça, c'est extrêmement compliqué d'un point de vue job. Faut juste dire que ce state-là, il est queryable. C'est tout. Pas trop compliqué. Donc en fait, vous vous dites juste, ce state-là, il est queryable et je lui donne un nom.
C'est tout. Vous avez juste besoin de faire ça pour le rendre queryable dans la plateforme. Ce qui fait de l'autre côté, en fait, ils fournissent un client Java qui vous permet de développer une appli. Et vous avez du coup, on définit en fait un new queryable state client. On lui donne en fait le port d'une des machines, enfin l'adresse et le port d'une des machines et lui il se démerde. Et donc globalement, ça renvoie à une future où on dit, bah voilà, get-moi le state pour ce job-là, pour ce nom, le nom qu'on a défini ici, donc on remet le même. Le namespace, parce qu'il y a le keyby, vous pouvez directement donner le keyby, et après 2-3 infos pas très pertinentes. Ce qui fait que ça, alors je me suis pas trop embêté sur les routes, j'ai mis API V0 et le namespace. Et on voit que je hit le refresh. Et le refresh, en fait, on tape vraiment le state du job en direct. Quand vous voyez une exception, c'est qu'en fait, il n'y avait rien en alerte et qu'il a tellement tout nettoyé que ça plante parce que ça n'existe pas. Mais là, vraiment, on a développé un job Flink qui fait du streaming temps réel sur de l'alerte. Et en plus, vous pouvez demander et construire une vue par-dessus pour des états dans les opérateurs. C'est clair? Je vais accélérer parce que je suis un peu à la bourre. Globalement, qu'est-ce qui se passe quand le job restart, quand vous avez des mises à jour de job à faire, quand vous avez plein de choses, quand vous avez la prod, tout simplement. Et ben en fait, ça se passe mal. On pourrait croire que non. On pourrait croire que oui, mais en fait non. Tout simplement parce que c'est comme dans un jeu vidéo. Vous savez, s'il y a des joueurs dans la salle, vous savez, quand vous avez la musique, vous avez une grande salle avec vous voyez le boss, il y a la musique et tout, vous savez que ça va foirer, en fait, il fait des checkpoints. Vous avez ce petit checkpoint, comme ça, vous pouvez rejouer à ça. Même chose dans Flink. Vous pouvez dire, en fait, à la plateforme de dire, vas-y, mets-moi un checkpoint dans autre part, genre loin de moi, et comme ça, si le job explose en vol, en fait, je reprends mon point de sauvegarde. Donc vous avez HDFS, Swift et NFS. Donc globalement, ça c'est la vue graph du job qu'on a en prod. Ça processe 80 gigas d'alerte par jour à peu près. On a une douzaine d'équipes qui l'utilisent, notamment l'équipe Cube chez nous qui l'utilise énormément, parce qu'en fait comme c'est du CNCF, tout l'univers Kubernetes, il y a énormément de métriques qui sont exposées. Donc chez eux, ça a été très facile de rajouter la partie alerting dessus. Et l'équipe Public Cloud l'utilise pour faire du self-healing, c'est-à-dire en fait, ils nous utilisent pour les alertes, et en fait, la sortie d'Omni, c'est un webhook, et donc en fait, ils callent leur infra pour venir réparer la machine. Ça, c'est assez cool. Hein. On va faire ça nous aussi de notre côté, comme ça on pourra réparer de la doupe tout seul. Et on travaille sur rendre ça public. C'est très facile de déployer un cluster Flink. Vous pouvez faire ça directement sur Cube. Nous, comme on a des contraintes un peu spécifiques, on a fait ça sur des serveurs dédiés. On est en serveur dédié du système D et on y va. On a fait un choix technique qui est d'utiliser RocksDB pour stocker le state. Et tout ça est sauvegardé dans l'object storage d'OVH qui s'appelle Swift, qui est l'équivalent d'S3. Et on génère énormément de métriques pour pouvoir surveiller la plateforme. Du coup, en conclusion, bien ou pas bien Flink, moi je dis génial. La documentation est juste super bien, aussi bien d'un point de vue développeur qu'opérationnel. Et quand on a fait le choix de Flink, on n'a fait aucune magie. On n'a jamais trituré le modèle. La seule chose qu'on a fait d'un peu bizarre, c'est d'utiliser le queryable state qui est en bêta chez Flink. Mais sinon, dans le job en lui-même, on n'a fait aucune magie. On a juste utilisé les classes qui étaient fournies de base pour pouvoir développer tout ce pipeline d'alerting. On avait une productivité de ouf en dev. Comme on peut démarrer un job Flink directement, on a fait des tests d'intégration. On envoyait des faux messages et on vérifiait qu'on avait la bonne sortie. Donc c'est complètement testé. La gestion du state est vraiment super bien. Pour vous donner une idée, la mise à jour du cluster, on a passé la mise à jour et on a fait reboot de toutes les machines. Sans rien. Et c'est revenu tout seul. Donc c'est vraiment rock solide. Et sinon, dans les désavantages, je dirais que le queryable state est en bêta, on a eu quelques soucis. C'est que Java 8 et vous avez besoin d'avoir un external layer.
Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Il me reste 5 secondes, donc je vous invite à prendre en photo les liens. Euh, Vous trouverez du coup le blog post qu'on a écrit, mon GitHub avec le code que je vous ai montré qui marche, les slides que je vais mettre en ligne. Si vous voulez faire un entraînement Flink, il y a le lien de Ververica qui est très bien. Mon GitHub, mon Twitter et mon site web. Voilà, et je ne vais pas prendre de questions. Merci beaucoup.